Chapitre 10. Extrait, au pluriel, du journal de Watson. Jusqu'ici, j'ai cité certains passages de rapports que j'adressais presque journellement à Sherlock Holmes. Aujourd'hui, j'en suis arrivé à un point de mon récit où je me vois forcé d'abandonner ce procédé et d'avoir recours à mes souvenirs personnels, aidés en cela par le journal que j'ai tenu à cette époque. Quelques extraits me permettront en mémoire les détails de ces scènes fixées dans mon esprit d'une manière indélébile. Je reprends donc au matin qui suivit notre vaine poursuite de Selden et nos autres aventures sur la lande. 16 octobre. Oh, journée triste, brumeuse, il bruine presque sans relâche. D'épais nuages enveloppent le château, parfois ils se déchirent et laissent entrevoir les ondulations de la lande, striées de minces filets d'argent, ruisselets occasionnellement créés par la pluie dévalant sur le flanc raviné des collines. Tout est mélancolie, au dehors comme au dedans. Le baronnet subit maintenant le contre-coup des émotions trop vives de la nuit précédente. Moi-même, je me sens oppressé. Il me semble qu'un péril nous menace, péril sans cesse présent et d'autant plus terrible que je ne puis le préciser. N'ai-je pas raison de craindre? Cette longue série d'incidents ne dénote-t-elle pas une influence maligne s'exerçant autour de nous? C'est d'abord la fin tragique du dernier commensal du château de Baskerville qui meurt de la même mort que son ancêtre Hugo. Puis viennent les affirmations des paysans relatives à la présence sur la lande d'un animal extraordinaire. N'ai-je pas entendu 2 fois de mes propres oreilles un bruit qui ressemblait à l'aboiement lointain d'un chien? Mais il est incroyable, inadmissible, que ce bruit soit dû à une cause surnaturelle. Comment un chien fantôme marquerait-il sur le sol l'empreinte de ses pas et remplirait-il l'air de ses hurlements? Stapleton peut avoir de ces superstitions, Mortimer également, mais moi. Je me flatte de posséder une qualité inappréciable, le sens commun, et rien ne me fera croire à de pareilles absurdités. Ma crédulité me rabaisserait au niveau de ces paysans ignares qui ne se contentent pas d'affirmer l'existence d'un animal fantastique, mais qui le dépeignent comme lançant du feu par la gueule et par les yeux. Holmes n'ajouterait aucune fois à ses inventions. Je suis son agent. Mais d'autre part, les faits sont les faits, et à 2 reprises différentes, j'ai entendu ces cris sur la lande. Supposons pour un instant qu'un animal prodigieux, d'une espèce inconnue, erre la nuit dans la campagne. Sa présence ne suffirait-elle pas à tout expliquer? Alors où ce chien se cacherait-il? Où prendrait-il sa nourriture? D'où viendrait-il et pourquoi ne l'aurait-on jamais aperçu à la clarté du jour? On doit avouer qu'une explication naturelle de ces faits offre presque autant de difficultés que l'admission d'une intervention surnaturelle. En dehors du chien, il reste toujours le fait matériel de l'homme aperçu dans le cab et de la lettre qui mettait Sir Henry en garde contre les dangers de la lande. Ceci au moins appartient bien au domaine de la réalité, mais c'est peut-être l'œuvre d'un ami aussi bien que celle d'un ennemi. À cette heure, où se trouvait cet ami ou cet ennemi? N'a-t-il pas quitté Londres ou nous a-t-il accompagnés jusqu'ici? Serait-ce l'inconnu que j'ai entrevu sur le pic? Je reconnais que je ne l'ai vu que l'espace d'1 minute,
Et cependant, je suis prêt à jurer certaines choses le concernant. D'abord, il ne ressemble à aucune des personnes que j'ai rencontrées dans le pays, et je connais maintenant tous nos voisins. Cet homme était plus grand que Stapleton et plus mince que Frankland. Il se rapprocherait davantage de l'aspect de Barrymore, mais le valet de chambre était resté au château derrière nous. Je suis sûr qu'il ne pouvait nous avoir suivis. Alors un inconnu nous espionne ici, de même qu'un inconnu nous espionnait à Londres. Si je mets jamais la main sur cet homme, nous toucherons au terme de nos embarras. Tous mes efforts vont tendre vers ce seul but. Mon premier mouvement fut de confier mes projets à Sir Henry. Mon second, beaucoup plus sage, me poussa à jouer la partie tout seul et à parler le moins possible de ce que je comptais entreprendre. Le baronnet est préoccupé. Ce bruit perçu sur la lande a ébranlé ses nerfs. Je ne viendrai pas augmenter ses angoisses, mais je vais prendre toutes mes mesures pour réussir. Ce matin, il s'est passé au château une petite scène qui mérite d'être racontée. Barrymore demanda à Sir Henry la faveur d'un entretien. Ils allèrent s'enfermer quelque temps dans la bibliothèque. Je demeurai dans la salle de billard où j'entendis plusieurs fois un bruit de voix monter à un diapason assez aigu. Je me doutais bien de ce qui faisait l'objet de leur discussion. Enfin, le baronnet ouvrit la porte et m'appela. « Barrymore, me dit-il, estime qu'il a un grief contre nous. Il pense qu'il était peu délicat de notre part de nous mettre à la recherche de son beau-frère, alors qu'il nous avait parlé en confidence de sa présence sur la lande. » Le valet de chambre se tenait devant nous, très pâle, mais aussi très calme. « Oh, peut-être, répondit-il, ai-je eu le tort de m'emporter. S'il en est ainsi, veuillez me pardonner, Sir Henry. Tout de même, j'ai été fort surpris d'apprendre ce matin que vous aviez donné la chasse à Selden. Le pauvre garçon a déjà bien assez de monde à ses trousses, sans que j'en grossisse le nombre par mon fait. Si vous aviez parlé spontanément, reprit le baronnet, la chose serait toute différente. Mais vous n'êtes entré, ou mieux, votre femme n'est entrée dans la voie des aveux que contrainte par nous, et lorsqu'il vous était difficile à tous deux de faire autrement. Non, je ne m'attendais pas, Sir Henry, à ce que vous vous prévaudriez de notre confiance. Non, je ne m'y attendais pas. Mais cet homme constitue un danger public. Il existe disséminé sur la lande des maisons isolées, et c'est un misérable que rien n'arrêterait. Il n'y a qu'à le regarder pour s'en convaincre. Prenez par exemple l'intérieur de M. Stapleton. Le naturaliste est l'unique défenseur de son foyer. Non, la sécurité ne régnera dans les environs que lorsque Selden sera bel et bien sous les verrous. Selden s'introduira dans aucune maison, monsieur. Je vous en donne solennellement ma parole d'honneur. D'ailleurs, il débarrassera bientôt le pays de sa présence. Je vous assure, Sir Henry, qu'avant peu de jours, toutes les démarches seront terminées pour qu'il s'embarque à destination de l'Amérique du Sud, au nom du ciel. Je vous supplie de ne pas le dénoncer à la justice. On a renoncé à le rechercher. Il vive tranquille les quelques jours qui le séparent encore de son départ. Appelez de nouveau sur lui l'attention de la police, c'est nous causer de graves ennuis à ma femme et à moi. Je vous en prie, monsieur, ne dites rien. Quel est votre avis, Watson me demanda Sir Henry. Je haussai les épaules.
S'il allait se faire prendre ailleurs, répondis-je, ce serait une charge de moins pour les contribuables. Oui, mais en attendant, comment l'empêcher de commettre des méfaits, répliqua mon jeune ami. Ne craignez pas cela de lui, insista Barrymore. Nous lui avons procuré tout ce dont il pouvait avoir besoin, et puis commettre un crime équivaudrait à révéler l'endroit où il se cache. C'est vrai, convint Sir Henry. Soit, Barrymore, nous ne dirons rien. Oh, Dieu vous bénisse, monsieur, et je vous remercie du fond du cœur. Si l'on avait repris son frère, ma pauvre femme en serait morte. Le baronnet parut regretter aussitôt sa promesse, car en s'adressant à moi, il reprit « En somme, nous protégeons et nous encourageons un criminel. Enfin, après les paroles de Barrymore, je me sens plus le courage de livrer cet homme. Allons, ne parlons plus de cela. Vous pouvez vous retirer. » Avec toutes sortes de protestations de gratitude, le domestique se disposait à sortir. Tout à coup, il hésita et revint sur ses pas. « Vous vous êtes montré si bon pour moi, dit-il en s'adressant à Sir Henry, que je tiens à vous en témoigner ma reconnaissance. Je sais une chose que j'aurais déjà racontée si je ne l'avais apprise postérieurement à la clôture de l'enquête. Je n'en ai encore soufflé mot à personne. C'est à propos de la mort de ce pauvre Sir Charles. À ces mots, nous nous dressâmes, le baronnet et moi. Savez-vous comment il est mort? Non, monsieur, il ne s'agit pas de cela. De quoi alors? De la raison pour laquelle Sir Charles se trouvait à la porte de la lande. Il attendait une femme. Il attendait une femme, lui? Oui, monsieur. Le nom de cette femme? Oh, j'ignore son nom, mais je puis vous donner ses initiales. Quelles sont-elles? L. Mais comment les connaissez-vous? Voici, le matin de sa mort, votre oncle avait reçu une lettre. Il en recevait journellement un grand nombre. Il avait le cœur généreux et tous ceux qui se trouvaient dans le besoin ne manquaient pas de s'adresser à lui. Par extraordinaire, ce matin-là, le courrier n'apporta qu'une lettre. Je la remarquai davantage, elle venait de Columb Tracy. Une femme en avait écrit la suscription. Après, je n'y pensais plus. Et sans ma femme, je ne m'en serais certainement plus souvenu. Seulement, il y a quelques jours, en nettoyant le cabinet de Sir Charles, on n'y avait pas touché depuis le jour de sa mort. Élisa trouva au fond de la cheminée les cendres d'une lettre qu'on avait brûlée. Auparavant, on l'avait déchirée en menus morceaux. Cependant, sur une petite bande de papier, une fin de page, on pouvait encore lire l'écriture qui se détachait en scrit sur le venin calciné. Il nous sembla que c'était un post-scriptum. Nous lûmes « Je vous en prie, je vous en supplie, vous êtes un homme d'honneur, brûlez cette lettre et venez ce soir à 10 heures à la porte de la lande. » Et on avait signé des deux initiales L. Avez-vous conservé cette bande de papier? Non, monsieur, dès que nous la touchâmes, elle tomba en poussière. Sir Charles avait-il reçu d'autres lettres de cette même écriture? Oh, je ne prenais pas garde à ces lettres. Je n'aurais prêté aucune attention à celle-là si l'autre l'avait accompagnée. Vous ne soupçonnez pas qui peut être L.
Non, monsieur, pas plus que vous-même. Je crois que si nous parvenions à percer l'anonymat de cette dame, nous en serions plus longs sur la mort de Sir Charles. Je ne m'explique pas, Barrymore, pourquoi vous avez caché un détail de cette importance. Que voulez-vous, monsieur, le malheur nous avait frappés, nous aussi. Selden, mon beau-frère, et puis nous aimions beaucoup Sir Charles. Il nous avait fait tant de bien. Raconter ce détail n'aurait pas ressuscité notre pauvre maître. Nous nous sommes tus par égard pour lui. Dame, il faut toujours se montrer prudent lorsque la réputation d'une femme est en jeu. Le meilleur d'entre nous, mais en quoi la mémoire de mon oncle aurait-elle souffert? Bon, en tout cas, je ne pensais pas que cette révélation dût la servir. Mais maintenant, j'aurais mal reconnu votre bonté si je ne vous avais pas dit tout ce que je savais sur ce sujet. Très bien, Barrymore, vous pouvez vous retirer. Lorsque le valet de chambre fut sorti, Sir Henry se tourna vers moi. « Eh bien, Watson, votre opinion sur ce fait nouveau ?» Oh, je crois qu'il plonge l'affaire dans des ténèbres plus épaisses qu'auparavant. C'est également mon avis. Ah, si nous découvrions qui est cette L.L., tout se trouverait singulièrement éclairci. Nous avons fait néanmoins un grand pas. Nous savons qu'il existe une femme qui, si nous la retrouvons, devra nous expliquer ce nouvel incident. Quel est votre avis? Mais communiquez d'abord ceci à Sherlock Holmes. Nous tenons peut-être la clé du mystère qu'il cherche encore à cette heure. Je montai dans ma chambre et je rédigeai immédiatement pour Sherlock Holmes la relation de cette intéressante conversation. Mon ami devait être fort occupé à Londres, car les notes que je recevais de Baker Street étaient rares, courtes, sans commentaire sur les renseignements transmis par moi, et ne contenaient que de brèves recommandations au sujet de ma mission. Probablement, le cas de chantage soumis à Holmes absorbait tous ses instants. Cependant, je pensais que ce nouveau facteur, introduit dans l'affaire de Baskerville, appellerait sûrement son attention et raviverait son intérêt. Je souhaitais du fond du cœur qu'il fût près de moi. Malgré moi, je songeais aux prisonniers évadés qui erraient sans abri sur la lande de morne et glaciale. Le pauvre diable, quels que soient ses crimes, il faut lui tenir compte de ce qu'il a souffert. Et ce souvenir en évoque d'autres. Celui de l'homme entrevu à travers la glace du cab, et la silhouette qui se profila sur le ciel, au sommet du pic. Était-il également dehors, sous ce déluge, cet ami des ténèbres, ce veilleur inconnu? Vers le soir, je passai mon manteau en caoutchouc et je sortis sur la lande. La pluie me battait le visage, le vent sifflait à mes oreilles. J'étais en proie aux plus sombres pensées. Que Dieu vienne en aide à ceux qui s'engagent à cette heure sur la fondrière de Grimpen, car la terre ferme n'est déjà plus qu'un immense marécage. Je gravis le pic noir, celui sur lequel j'avais aperçu le veilleur solitaire, et du haut de sa cime rocheuse, je contemplais à mon tour la plaine dénudée qui s'étendait à mes pieds. Les rafales de pluie s'écrasaient sur la surface rouge de la terre, et les nuages lourds aux teintes d'ardoise formaient comme de grises couronnes au sommet des collines fantastiques. À gauche, dans un bas-fond à moitié caché par les embruns, les deux tourelles du château de Baskerville se dressaient au-dessus des arbres du parc.
Elle représentait, avec les luttes préhistoriques qui se pressaient sur le flanc des coteaux, les seuls indices de vie humaine que je pusse apercevoir. Je ne découvris aucune trace de l'homme entrevu 2 nuits auparavant à l'endroit même où je me trouvais. En revenant à Baskerville par un petit sentier, je rencontrai Mortimer en dog-cart. Le docteur s'était montré plein d'attention pour nous. Il ne se passait pas de jour qu'il ne vint au château s'informer de ce que nous devenions. Mortimer insista pour me faire monter dans sa voiture. Il voulait me reconduire au bout du chemin. Il me fit part de la préoccupation que lui causait la perte de son caniche. Le chien s'était échappé sur la lande, et depuis lors son maître ne l'avait plus revu. Je prodiguai à ce bon docteur toutes sortes de consolations, mais je revis dans mon esprit le cheval disparaissant dans la fondrière de Grimpen, et je me dis que notre ami ne retrouverait plus son fidèle compagnon. « À propos, Mortimer, lui dis-je, tandis que la voiture nous cahotait, je présume que vous connaissez toutes les personnes qui habitent ici, dans un rayon de plusieurs miles. Ah oui, vous avez raison. Dans ce cas, pourriez-vous m'apprendre quelle est la femme dont le nom et le prénom commencent tous les deux par la lettre L ?» Le docteur réfléchit pendant un instant. « Non, fit-il. Oh, il existe bien quelques laboureurs et quelques bohémiens dont j'ignore le nom, mais parmi les femmes de bourgeois ou de fermiers, je n'en vois pas qui ait ces initiales. »« Ah, attendez un peu, reprit-il après une pause. Il y a Laura Lyons. Oui, ses initiales sont bien LL. Seulement, elle demeure à Coombe Tracey. Qui est-elle demandai-je. Oh, c'est la fille de Frankland. Quoi, de ce vieux toquet de Frankland? Oui, parfaitement. Elle a épousé un artiste nommé Lyons, qui venait prendre des croquis sur la lande. Il s'est conduit envers elle comme un goujat, il l'a abandonnée. S'il faut en croire la rumeur publique, il n'avait pas tous les torts. Quant à Frankland, il ne veut plus entendre parler de sa fille, sous prétexte qu'elle s'est mariée malgré lui, et peut-être aussi pour 2 ou 3 autres raisons. En tout cas, abandonnée de son mari et de son père, la jeune femme n'a pas beaucoup d'agréments. De quoi, dit-elle? Oh, je crois que Frankland lui envoie quelques subsides. Bien maigres probablement, car ses affaires sont peu prospères. Quels que soient les torts de Laura, on ne pouvait la laisser dans cette affreuse misère. Son histoire a transpiré, et plusieurs de nos amis ont fait leur possible pour l'aider à gagner honnêtement sa vie. Stapleton, Sir Charles et moi-même, nous y avons contribué dans la mesure de nos moyens. Nous voulions la placer à la tête d'une entreprise de dactylographie. Mortimer essaya de connaître le pourquoi de ces questions. Je m'arrangeais de façon à satisfaire sa curiosité, sans toutefois lui en dire trop long, car je ne jugeais pas utile de lui confier mes projets. Je me promis d'aller le lendemain matin à Coombe Tracey. J'espérais que, si je parvenais à joindre cette Laura Lyons, de si équivoque réputation, j'aurais fait un grand pas vers l'éclaircissement de tous ces mystères enchevêtrés les uns dans les autres. Au cours de ma conversation avec Mortimer, je dus user de l'astuce du serpent. À un moment, le docteur me pressa de questions embarrassantes. Je m'en tirai en lui demandant d'un air fort innocent
À quelle catégorie appartenait le crâne de Frankland? À partir de cet instant, nous ne parlons plus que de phrénologie. Je ne pouvais avoir passé inutilement de si longues années auprès de Sherlock Holmes. À noter encore, pour ce jour-là, une conversation avec Barrymore qui m'a fourni un atout que je compte bien jouer au moment opportun. Nous avions retenu Mortimer à dîner. Le soir, le baronnet et lui se livrèrent à d'interminables parties d'écarté. Barrymore m'avait servi le café dans la bibliothèque, et je profitais de ce que nous étions seuls pour lui poser quelques questions. « Votre cher beau-frère est-il parti, lui dis-je, ou bien vagabonde-t-il toujours sur la lande ?»« Oh, je l'ignore, monsieur. J'aime à croire que nous en sommes enfin débarrassés, car il ne nous a jamais procuré que des ennuis. Je lui ai porté des provisions pour la dernière fois, il y a 3 jours, et depuis, il ne nous a pas donné signe de vie. Ce jour-là, l'avez-vous vu ? Non, monsieur, mais le lendemain, les provisions avaient disparu. Donc, il était encore là. Oui, à moins que ce ne soit l'autre qui les ait prises. La tasse que je portais à mes lèvres s'arrêta à mi-chemin de son parcours, et je regardai Barrymore avec étonnement. « Vous saviez qu'un autre homme se cachait sur la lande ?»« Oui, monsieur. »« L'avez-vous aperçu ?»« Non, monsieur. »« Alors, comment l'avez-vous appris ?»« Selden m'en a parlé. Cet homme se cache également, mais d'après ce que je suppose, ce n'est pas un convict. Tout cela me semble louche, docteur Watson. Je vous le dis en vérité, cela me semble très louche. » Barrymore avait prononcé ces paroles avec un grand accent de sincérité. « Écoutez-moi, répliquai-je, je n'ai d'autre souci que l'intérêt de votre maître, et ma présence à Baskerville n'a d'autre but que de lui prêter mon concours. Dites-moi bien franchement ce qui vous paraît louche. » Barrymore hésita un instant. Regrettait-il déjà sa confidence et éprouvait-il de la difficulté à expliquer ses propres sentiments? Enfin, il agita ses mains vers la fenêtre fouettée par la pluie, et désignant la lande dans un geste de colère, il s'écria « Mais ce sont tous les potins qui courent. Il y a quelque anguille sous roche. On prépare quelque scélératesse, ça j'en jurerais. Oh, je me sentirai heureux que lorsque Sir Henry sera reparti pour Londres. » Mais quelle est la cause de vos alarmes? Souvenez-vous de la mort de Sir Charles. Le juge d'instruction nous a dit qu'elle était singulière. Rappelez-vous les bruits de la lande pendant la nuit. Une fois le soleil couché, aucun homme, même à prix d'argent, n'oserait s'y aventurer. Et puis, cet étranger qui se cache là-bas, guettant, attendant. Mais qu'attend-il? Que signifie tout cela? Certainement rien de bon pour celui qui porte le nom de Baskerville. Je ne serais vraiment soulagé d'un grand poids que le jour où les nouveaux serviteurs de Sir Henry prendront leur service au château. Parlons de cet inconnu, fis-je en ramenant la conversation sur le seul sujet qui m'intéressa. Pouvez-vous m'apprendre quelque chose sur son compte? Que vous a raconté Selden? Sait-il pourquoi cet homme se cache? Quelles sont ses intentions? Mon beau-frère l'a aperçu 1 ou 2 fois, mais comme il est peu communicatif, il ne s'est pas montré prodigue de renseignements. Tout d'abord, Selden a cru que cet inconnu appartenait à la police, mais comme il cherchait également la solitude,
Mon beau-frère a vite reconnu son erreur. D'après ce que Selden a pu en juger, ce nouvel habitant de la lande aurait les allures d'un gentleman. Que fait-il là? Mon parent l'ignore. Où vit-il? Sur le versant de la colline, au milieu de ces huttes de pierre, habitées autrefois par nos ancêtres. Et comment se procure-t-il de la nourriture? Un jeune garçon prend soin de lui et lui apporte tout ce dont il a besoin. Selden croit que le gamin va s'approvisionner à Coombe Tracey. Fort bien, Barrymore, répondis-je, nous reprendrons plus tard cette conversation. Le valet de chambre sorti, je m'approchai de la fenêtre. Dehors, il faisait froid. À travers les vitres recouvertes de buée, je contemplais les nuages que le vent chassait dans le ciel et la cime des arbres qui se courbaient sous la bourrasque. La nuit, déjà dure pour les gens calfeutrés dans une maison confortable, devait être terrible pour ceux qui n'avaient d'autre abri sur la lande qu'une hutte de pierre. Fallait-il qu'elle fût profonde, la haine qui poussait un homme à errer à une pareille heure et dans un tel endroit? Seul un mobile bien puissant pouvait justifier une semblable séquestration du monde. Ainsi donc, dans une hutte de la lande, se trouvait la solution du problème que je brûlais du désir de résoudre. Je jurais que 24 heures ne s'écouleraient pas sans que j'eusse tenté tout ce qu'il est humainement possible de faire pour aller jusqu'au tréfonds même de ce mystère. Chapitre 11. L'homme du pic noir. L'extrait de mon journal particulier qui forme le chapitre précédent m'a conduit jusqu'au 18 octobre, date à laquelle commença à se précipiter la conclusion de ces étranges événements. Tous les incidents des jours suivants sont gravés dans ma mémoire d'une façon indélébile, et je puis les compter par le menu sans recourir aux notes prises à cette époque. Je commence donc mon récit au lendemain du jour où j'avais établi deux faits d'une importance de gravité. Le premier, que Madame Laura Lyons de Coombe Tracey avait écrit à Sir Charles Baskerville et pris rendez-vous avec lui pour le lieu et l'heure même où il avait trouvé la mort, et le second, que l'inconnu de la lande se terrait dans les huttes de pierre sur le versant de la colline. Ces deux points acquis, je compris néanmoins que mon intelligence ou mon courage ne suffirait pas pour mener à bien mon entreprise si je ne parvenais à jeter un supplément de lumière sur ceux encore obscurs. La veille, le docteur Mortimer et Sir Henry avaient joué aux cartes jusqu'à une heure avancée de la nuit, et je n'avais pas eu l'occasion d'entretenir le baronnet de ce que j'avais appris sur Madame Laura Lyons. Pendant le déjeuner, je lui fis part de ma découverte, et je lui demandai s'il lui plairait de m'accompagner à Coombe Tracey. Tout d'abord, il se montra enchanté de cette petite excursion. Puis, après mûre réflexion, il nous parut préférable à tous deux que je la fisse seule. Plus la visite serait cérémonieuse, plus il nous serait difficile d'obtenir des renseignements. Je quittai Sir Henry, non sans quelque remords, et je courus vers cette nouvelle piste. En arrivant à Coombe Tracey, j'ordonnai à Perkins de dételer les chevaux, et je m'enquis de la dame que je venais interroger. Je la trouvai sans peine, elle habitait au centre de la petite localité. La bonne m'introduisit dans le salon sans m'annoncer. Une femme, assise devant une machine à écrire, se leva et s'avança vers moi avec un sourire de bienvenue.
Et quand elle se trouva en face d'un étranger, ce sourire s'évanouit. Elle se rassit et s'informa de l'objet de ma visite. À première vue, Madame Laura Lyons produisait l'impression d'une très jolie femme. Ses yeux et ses cheveux avaient cette chaude coloration de la noisette. Ses joues, quoique marquées de quelques taches de rousseur, possédaient l'éclat exquis des brunes avec aux pommettes ce léger vermillon qui brille au cœur de la rosée. La première impression, je le répète, engendrait l'admiration. La critique ne naissait qu'à un second examen. Le visage avait quelque chose de défectueux, une expression vulgaire, peut-être une dureté de l'œil ou un relâchement de la lèvre en altérait la parfaite beauté. Mais la remarque de ces défectuosités ne venait qu'après une étude plus approfondie des traits. Sur le moment, je n'éprouvais que la sensation d'être en présence d'une très jolie femme qui me demandait le motif de ma visite. Jusqu'alors, je ne m'étais nullement douté de la délicatesse de ma démarche. « J'ai le plaisir, dis-je, de connaître monsieur votre père. » Ce préambule était maladroit. La dame me le fit aussitôt comprendre. « Oh, il n'existe rien de commun entre mon père et moi, répliqua-t-elle. Et ses amis ne sont pas les miens. Si je n'avais eu que mon père à cette heure, je serais morte de faim. Fort heureusement, Sir Charles Baskerville et quelques autres âmes généreuses. Je suis précisément venu vous voir à propos de Sir Charles Baskerville, interrompis-je. À ces mots, les taches de rousseur devinrent plus apparentes sur les joues de Madame Lyons. « Mais que puis-je vous dire sur lui » demanda-t-elle, tandis que ses doigts jouaient nerveusement sur les touches de sa machine à écrire. « Vous le connaissiez, n'est-ce pas ? Oui, je vous ai déjà dit que je lui étais redevable de grands services. Si je puis me suffire moi-même, je le dois surtout à l'intérêt que lui avait inspiré ma triste situation. Lui écriviez-vous ? » La dame releva vivement la tête. Un éclair de colère passa dans ses beaux yeux bleus veloutés. « Mais dans quel but toutes ces questions ?» interrogea-t-elle sèchement. « Dans quel but ?» répétai-je. « Eh bien, pour éviter un scandale public. Il vaut mieux que je vous adresse ces questions ici, dans l'intimité, sans que l'affaire qui m'amène franchisse cette enceinte. » Madame Lyons garda le silence et ses joues devinrent excessivement pâles. Puis, en me jetant un regard de défi, « Soit, dit-elle, je vous répondrai. Que désirez-vous savoir ? Correspondiez-vous avec Sir Charles ? Oui, je lui ai écrit 1 ou 2 fois, pour le remercier de sa délicate générosité. Vous rappelez-vous les dates de vos lettres ? Oh non. Vous êtes-vous rencontrés ? Oui, 1 ou 2 fois, quand il est venu à Coombe-Tracey. Oh, c'était un homme très simple, qui faisait le bien sans ostentation. Puisque vous l'avez peu vu et que vous ne lui avez écrit que fort rarement, comment pouvait-il connaître assez vos besoins pour vous aider ainsi qu'il l'a fait, d'après vos propres aveux ? Madame Lyons rétorqua cette objection avec une extrême promptitude. Plusieurs personnes connaissaient mon dénûment, s'étaient associées pour me secourir. L'une d'elles était M. Stapleton, voisin et ami intime de Sir Charles Baskerville. Excessivement bon, il consista senti à parler de moi à Sir Charles.
Je savais déjà que dans plusieurs circonstances, le vieux gentilhomme s'était servi de l'intermédiaire de Stapleton pour distribuer ses aumônes. Le récit de la dame paraissait donc très vraisemblable. Je continuai. Avez-vous écrit à Sir Charles pour lui donner un rendez-vous? La colère empourpra de nouveau les joues de madame Lyons. Vraiment, monsieur, répondit-elle, vous me posez là une question bien extraordinaire. Je le regrette, madame, mais je dois la renouveler. Mais je vous répondrai certainement non. Pas même le jour de la mort de Sir Charles? La rougeur du visage de madame Laura Lyons fit place à une pâleur cadavérique. Ses lèvres desséchées s'entr'ouvrirent à peine pour laisser tomber un nom que je vis plutôt que je ne l'entendis. Votre mémoire vous trahit sûrement, dis-je. Je puis vous citer un passage de votre lettre, le voici. Je vous en prie, je vous en supplie, vous êtes un homme d'honneur, brûlez cette lettre et soyez ce soir à 10 heures à la porte de la lande. Je crus que madame Lyons allait s'évanouir, mais par un suprême effort de volonté, elle se ressaisit. Je croyais un galant homme incapable d'une telle action, bégaya-t-elle. Ah, vous êtes injuste pour Sir Charles. Il a brûlé votre lettre, mais quelquefois une lettre, même carbonisée, reste encore lisible. Reconnaissez-vous l'avoir écrite? Oui, je l'ai écrite, s'écria-t-elle. Et répandant dans son âme dans un torrent de mots, elle ajouta « Oui, je l'ai écrite. Pourquoi le nierais-je? Je n'ai pas à en rougir. Je désirais qu'il me secourût, et j'espérais l'y amener, s'il consentait à m'écouter. Voilà pourquoi je lui ai demandé une entrevue. » Et pourquoi avoir choisi cette heure tardive? Parce que j'avais appris le matin que Sir Charles partait le lendemain pour Londres et que son absence se prolongerait pendant plusieurs mois. Mais pourquoi lui donner rendez-vous dans le jardin plutôt que dans le château? Pensez-vous qu'il soit convenable qu'une femme aille seule à cette heure-là chez un célibataire? Et qu'arriva-t-il au cours de votre entrevue? Oh, je ne suis pas allé à Baskerville. Madame Lyons, mais je vous le jure, sur tout ce que j'ai le plus sacré, non, je ne suis pas allé à Baskerville. Un événement imprévu m'en a empêché. Quel est-il? Il est d'ordre tout intime, je ne puis vous le dire. Alors, vous reconnaissez avoir donné rendez-vous à Sir Charles à l'heure et à l'endroit où il a trouvé la mort, mais vous n'y êtes revenu à ce rendez-vous. Je vous ai dit la vérité. À maintes reprises, j'interrogeai madame Lyons sur ce fait. Ses réponses ne varièrent pas. Madame, lui dis-je en me levant, pour clore cette longue et inutile visite, par votre manque de confiance et de franchise, vous assumez une lourde responsabilité et vous vous placez dans une situation très fausse. Si vous me forcez à requérir l'intervention de la justice, vous verrez à quel point vous serez sérieusement compromise. Si vous n'avez pas trempé dans ce tragique événement, pourquoi avez-vous nié tout d'abord la lettre envoyée par vous à Sir Charles à cette date?
Je craignais qu'on ne tirât de ce fait une conclusion erronée et que je fusse ainsi mêlé à un scandale. Mais pourquoi avez-vous tant insisté pour que Sir Charles brûlât votre lettre? Vous devez le savoir, puisque vous l'avez lue. Oh non, je ne prétends pas avoir lu cette lettre. Mais vous m'en avez cité un passage. Le post-scriptum seulement. Ainsi que je vous l'ai dit, la lettre avait été brûlée et cette partie demeurait seule, lisible. Je vous demande encore une fois, pourquoi vous insistiez si fort pour que Sir Charles brûlât cette lettre reçue quelque temps avant sa mort? Ceci est également d'ordre intime. Raison de plus pour éviter une enquête publique. Eh bien, je vais vous l'apprendre. Si vous connaissez un peu ma malheureuse histoire, vous devez savoir que j'ai fait un mariage ridicule et que je le déplore pour plusieurs raisons. Je le sais. Par ces persécutions quotidiennes, mon mari, que je déteste, m'avait rendu la vie commune odieuse. Mais il a la loi pour lui et je suis tous les jours exposé à ce qu'il m'oblige à réintégrer le foyer conjugal. À l'époque où j'écrivis cette lettre à Sir Charles, j'avais appris que je pourrais reconquérir mon indépendance moyennant certains frais qu'il fallait consigner. Il s'agissait de tout ce qui m'est le plus cher au monde, tranquillité d'esprit, bonheur, respect de moi-même, de tout. Je connaissais Sir Charles, et je me disais que s'il entendait mon histoire de ma propre bouche, il ne repousserait pas mes prières. Alors pourquoi n'êtes-vous pas allé le retrouver? Dans l'intervalle, j'avais reçu du secours d'un autre côté. Et pourquoi ne pas écrire une seconde fois à Sir Charles pour lui expliquer tout cela? Oh, je l'eusse certainement fait si les journaux du lendemain matin n'avaient pas annoncé sa mort. Le récit de Madame Lyons était vraisemblable et cohérent. Pour en contrôler la véracité, il ne me restait plus qu'à vérifier si, vers cette époque, elle avait introduit une action en divorce contre son mari. D'autre part, il me paraissait inadmissible qu'elle osât affirmer ne pas être allée à Baskerville s'il était réellement rendu. Elle aurait dû s'y faire porter en voiture et ne rentrer à Coombe-Tracey qu'aux premières heures du matin. Or, comment tenir ce voyage secret? Selon toute bravoabilité, Madame Lyons m'avait confessé toute la vérité, ou tout au moins une partie de la vérité. Je m'en retournai confus et découragé. Ainsi donc, une fois encore, je me heurtais à un obstacle qui me barrait la voie au bout de laquelle j'espérais trouver la clé du mystère que j'avais mission de découvrir. Et cependant, plus je songeais au visage et à l'attitude de Madame Lyons, plus j'avais le pressentiment qu'elle me cachait quelque chose. Pourquoi était-elle devenue si pâle? Pourquoi avais-je dû lutter pour lui arracher certaines explications? Pourquoi enfin avait-elle gardé le silence au moment du drame? Et ces explications même ne la rendaient pas aussi innocente à mes yeux qu'elle aurait voulu le paraître. Pour l'instant, je résolus de ne pas pousser plus loin mes investigations du côté de Madame Lyons et de chercher au contraire la solution du problème parmi les huttes de pierre de la lande.
Le renseignement fourni par Barrymore était très vague. Je m'en convainquis pendant mon retour au château, à la vue de cette succession de collines qui portaient toutes les traces de l'habitation des anciens hommes. La seule indication précise consistait à affecter à l'inconnu une de ces antiques demeures de pierre. Or, j'en contemplais plus de 100 disséminés un peu partout sur la lande. Cependant, depuis que j'avais vu l'homme jucher sur le sommet du pic noir, j'avais un point de repère pour me guider. Je me promis de concentrer mes recherches autour de ce point. De là-haut, je pouvais explorer successivement toutes les huttes jusqu'à ce que j'eusse découvert la bonne. Si j'y rencontrais mon inconnu, je saurais bien, mon revolver aidant, lui arracher son secret. Il faudra qu'il m'apprenne qui il est et pourquoi il nous espionne depuis si longtemps. Il nous avait échappé au milieu de la foule de Regent Street. Dans cette contrée déserte, la même manœuvre serait plus difficile. Si, au contraire, la hutte était vide, je m'y installerais aussi longtemps qu'il le faudrait pour attendre le retour de son hôte. Holmes l'avait manqué à Londres. Quel triomphe pour moi si je réussissais là où mon maître avait échoué. Dans cette enquête, la malchance s'était acharnée contre nous. Mais tout à coup, la fortune tourna et commença à me sourire. Le messager de bonheur se présenta sous les traits de M. Frankland, qui, la figure rubiconde encadrée par ses favoris grisonnants, se tenait sur le pas de la porte de son jardin. La grande route que je suivais passait devant cette porte. « Bonjour, docteur Watson » s'écria-t-il avec une bonne humeur inaccoutumée. « Vos chevaux ont besoin de repos. Entrez donc vous rafraîchir. Vous me féliciterez. » Depuis que je connaissais la conduite de Frankland envers sa fille, je n'éprouvais plus aucune sympathie pour lui. Mais comme je souhaitais un prétexte pour envoyer Perkins et la voiture au château, l'occasion me parut excellente. Je mis pied à terre et je fis dire à Sir Henry par le cocher que je rentrerais pour l'heure du dîner. Puis je pénétrai dans la maison de Frankland. « C'est un grand jour pour moi, fit cet original, un de ces jours qu'on marque avec un caillou blanc. J'ai remporté aujourd'hui un double succès. Je voulais apprendre aux gens de ce pays que la loi est la loi et qu'il existe un homme qui ne craint pas de l'invoquer. J'avais revendiqué un droit de passage au beau milieu du parc, au vieux Middleton, monsieur, sur un espace de 100 mètres et devant la porte de la maison. Qu'en pensez-vous? Ils verront bien, ces grands seigneurs, qui ne nous écraseront pas toujours sous le sabot ferré de leurs chevaux. Ensuite, j'avais entouré de clôtures le bois où les habitants de Felworthy ont coutume d'aller en pique-nique. Les maroufles croient vraiment qu'on a abrogé les lois qui protègent la propriété et qu'ils veulent déposer partout leurs papiers graisseux et leurs tessons de bouteilles. Ces deux procès ont été jugés, Dr. Watson, et j'ai obtenu gain de cause dans les deux affaires. Je n'avais plus remporté de succès pareil depuis le jour où j'avais fait condamner Sir John Morland parce qu'il tirait des lapins sur sa propre garenne. Mais comment diable vous y êtes-vous pris? Feuilletez les recueils de jurisprudence. Vous y lirez Frankland, C. Morland, cours du banc de la reine. Ça m'a coûté 5000 francs, mais j'ai eu mon jugement. Et quel profit en avez-vous tiré? Aucun, monsieur, aucun. Je suis fier de dire que je n'avais aucun intérêt dans l'affaire. Je remplis mon devoir de citoyen.
Par exemple, je ne doute pas que les gens de Fenfronté ne me brûlent ce soir en effigie. La dernière fois qu'ils se sont livrés à ce petit divertissement, j'avais averti la police qu'elle eut à intervenir. La police du comté est déplorablement conduite, monsieur. Elle ne m'a pas accordé la protection à laquelle j'avais droit. Le procès Frankland contre la reine portera la cause devant le public. J'ai prévenu les agents qu'ils se repentiront de leur attitude envers moi. Et déjà, ma prédiction se réalise. Comment? Demandai-je. Oh, je pourrais leur apprendre ce qu'ils meurent d'envie de connaître, mais pour rien au monde, je n'aiderai les coquins de cette espèce. Depuis un moment, je cherchais un prétexte pour échapper au bavardage de ce vieux fou. En entendant ces paroles, je voulus en savoir davantage. Je connaissais suffisamment le caractère de Frankland pour être certain que le moindre signe d'intérêt arrêterait immédiatement ses confidences. Quelque délit de braconnage, sans doute, dis-je d'un air indifférent. Ah ah, oui, la chose est bien plus importante. Que pensez-vous du contumace qu'hier sur la lande? Oh, je le regardais stupéfait. Insinueriez-vous que vous savez où il est? Bon, j'ignore l'endroit précis où il se cache, mais je pourrais tout de même procurer à la police le moyen de lui mettre la main au collet. Que faudrait-il pour s'emparer de lui? Découvrir le lieu où il vient chercher sa nourriture, et de là le suivre à la trace. Certainement, Frankland touchait à la vérité. Vous avez raison, répondis-je, mais comment avez-vous deviné qu'il habitait la lande? J'ai vu, de mes yeux vus, le commissionnaire qui lui apporte ses provisions. Je tremblais pour Barrymore, car c'était chose dangereuse que de se trouver à la merci de cet incorrigible bavard. La phrase qui suivit me rassura. C'est un jeune garçon qui lui sert de pourvoyeur, ajouta Frankland. À l'aide du télescope que j'ai installé sur mon toit, je l'aperçois tous les jours, parcourant à la même heure le même chemin. Qui irait-il retrouver, sinon le prisonnier évadé? Ce renseignement marquait le retour de la bonne fortune, et cependant je ne l'accueillis par aucun témoignage d'intérêt. Un enfant. Mais Barrymore n'avait-il pas affirmé qu'un enfant ravitaillait l'inconnu? Alors Frankland se trouvait sur la piste de mon inconnu, et non pas sur celle de Selden. Que de longues et pénibles recherches m'éviterais-je pas s'il consentait à partager ce secret avec moi? Il me fallait jouer serré, feindre l'incrédulité et l'indifférence. Oh, il est plus probable, repris-je, que c'est le fils de quelque berger de la lande qui porte le dîner de son père. La moindre velléité de contradiction mettait le vieil entêté hors de lui. Il me lança un mauvais regard, et ses favoris gris se hérissèrent comme les poils d'un chat sauvage. « Ah, fils de fermier! Vraiment !» fit-il en désignant de la main la lande solitaire que nous apercevions à travers la croisée. « Voyez-vous le pic noir là-bas ?» Je fis un signe affirmatif. « Voyez-vous, plus loin, reprit-il, cette colline peu élevée, couronnée de buissons? C'est la partie la plus pierreuse de la lande. Un berger voudrait-il établir son parc? Oh, tenez, votre supposition est tout bonnement absurde. »
Je répondis humblement que j'avais parlé dans l'ignorance de tous ces détails. Mon humilité désarma Frankland, qui continua ses confidences. Bon, j'assure que j'ai de bonnes raisons de croire que je ne me trompe pas. Maintes fois, j'ai vu ce jeune garçon chargé de son paquet parcourir le même chemin. Chaque jour, et souvent 2 fois par jour, j'ai pu... Mais attendez donc, docteur Watson. Mes yeux me trompent-ils? N'y a-t-il pas quelque chose qui se meut sur le versant de la colline? Plusieurs miles nous séparaient du point indiqué. Cependant, je distinguais une forme se dessinant en noir sur les teintes vertes et grises du paysage. « Venez, monsieur, venez !» s'écria Frankland en se précipitant vers l'escalier. « Vous verrez par vous-même et vous jugerez. » Un énorme télescope monté sur un trépied encombrait le faîte de sa maison. Avidement, Frankland y appliqua son œil et poussa un cri de satisfaction. « Vite, docteur Watson, vite, avant qu'il ait disparu !» À mon tour, je collai mon œil à la lentille et j'aperçus un jeune garçon qui, un paquet sur l'épaule, grimpait la colline. Arrivé au sommet, sa silhouette se profila sur l'azur du ciel. Il regarda autour de lui, de l'air inquiet de ceux qui redoutent d'être poursuivis, puis il s'éclipsa derrière l'autre versant. « Eh bien, ai-je raison ?» demanda Frankland. « Mais j'en conviens, voilà un garçon qui me paraît engagé dans une expédition secrète. Un agent de police lui-même ne se tromperait pas sur la nature de l'expédition. Mais je ne leur communiquerai rien, et je vous requiers, docteur Watson, d'imiter mon silence. Pas un mot, vous comprenez? Je vous le promets. La police est indignement conduite envers moi, indignement. Quand le procès Frankland contre la reine dévoilera l'ensemble des faits, un frisson d'indignation secouera tout le comté. Rien ne pourrait me décider à seconder la police. La police qui aurait été ravie si, au lieu de mon effigie, on avait brûlé ma modeste personne. Vous vous tairez, n'est-ce pas? Allez, acceptez donc de vider un flacon en l'honneur de mes récentes victoires. Je résistais à toutes les sollicitations de Frankland et j'eus toutes les peines du monde à le dissuader de m'accompagner au château. Je suivis la grande route jusqu'au moment où Frankland devait me perdre de vue. Puis je me dirigeai vers la colline derrière laquelle le jeune garçon avait disparu. Les choses prenaient une tournure favorable et je jurai d'employer toute mon énergie et toute ma persévérance à profiter des chances que le hasard mettait à ma disposition. Le soleil était à son déclin lorsque je parvins au sommet de la colline. Les longues pentes qui dévalaient vers la plaine revêtaient du côté de l'Occident des teintes dorées, tandis que de l'autre côté, l'ombre croissante les colorait d'un gris sombre. Le brouillard, au-dessus duquel le bel hiver et le pic du renard faisaient encore saillie, montait lentement sur l'horizon. Aucun bruit ne troublait le silence de la lande. Un grand oiseau gris, une mouette ou un courlis, planait dans le ciel bleu. Lui et moi, nous semblions être les deux seules créatures vivantes s'agitant entre l'arc immense du firmament et le désert qui se développait au-dessous. Ce paysage aride, cette impression de solitude, ce mystère, ainsi que les dangers de l'heure présente, tout cela me glaçait le cœur. Le gamin, entrevu à travers le télescope de Frankland, restait invisible.
Mais en bas, dans la déchirure de la colline, se dressaient de nombreuses huttes de pierre dont l'agglomération affectait la forme d'un immense cercle. Il en était une qui conservait encore une toiture suffisante pour abriter quelqu'un contre les intempéries des saisons. À cette vue, mon cœur battit à tout rompre. Mon inconnu gîtait certainement là. Je touchais à sa cachette. Son secret était à portée de ma main. Avec autant de précaution que Stapleton, s'approchant le filet levé d'un papillon posé sur une fleur, je fis quelques pas en avant. Un sentier à peine frayé à travers les blocs de rochers conduisait à une ouverture béante qui tenait lieu de porte. À l'intérieur, tout était silencieux. De deux choses l'une, l'inconnu s'y trouvait blotti ou bien il rôdait sur la lande. Mes nerfs vibraient sous la solennité du moment. Jetant ma cigarette, je saisis la crosse de mon revolver et courant précipitamment vers la porte, je regardai dans la hutte. Elle était vide. Une rapide inspection me montra qu'elle était habitée. Je vis des couvertures, doublées de toiles cirées, étendues sur la large dalle de pierre où les hommes néolithiques avaient coutume de reposer. Des cendres s'amoncelaient dans un foyer rudimentaire. On avait placé dans un coin quelques ustensiles de cuisine et une jarre pleine d'eau. De vieilles boîtes de conserve mises en tas indiquaient que le lieu était occupé depuis assez longtemps, et dès que mes yeux furent habitués à cette demi-obscurité, je distinguai une miche de pain et une bouteille de cognac entamée. Au centre de la hutte, une grande pierre plate remplaçait la table absente. On y avait posé un paquet enveloppé d'étoffe, le même sans doute qu'une heure auparavant le gamin portait sur ses épaules. Il contenait un morceau de pain frais, de la langue fumée et deux petits pots de confiture. Lorsque je le replaçai sur la pierre, après l'avoir examiné, je tressaillis à la vue d'une feuille de papier sur laquelle une main inexpérimentée avait d'une grosse écriture griffonné ces mots: « Le docteur Watson est allé à Coombe Tracey. » Pendant 1 minute, je demeurai immobile, ce papier à la main, me demandant ce que signifiait ce laconique message. C'était donc moi, et non pas Sir Henry, qu'espionnait l'inconnu. N'osant pas me suivre lui-même, il avait lancé quelqu'un à mes trousses, le gamin sans doute, et j'avais son rapport sous les yeux. Peut-être depuis mon arrivée sur la lande n'avais-je pas fait un pas ou dit un mot qui n'eût été observé et rapporté. Je ressentis alors le poids d'une force invisible, d'un filet tendu autour de nous, avec une adresse si surprenante et nous enserrant si légèrement qu'il ne fallait rien moins qu'une circonstance solennelle pour deviner qu'on était enveloppé dans ses mailles. D'autres rapports avaient dû précéder celui-ci. Je les cherchais partout, je n'en trouvais de trace nulle part. Pas plus d'ailleurs que d'indices révélateurs de la personnalité et des intentions de l'homme qui vivait dans cette retraite. De mon examen de la hutte, je ne pouvais déduire que 2 choses: sa sobriété spartiate et son mépris du confort de la vie. Songeant à la pluie torrentielle des jours précédents et regardant les pierres disjointes qui fermaient son toit, je compris combien fort et inébranlable devait être le dessein qui le retenait sous un semblable abri.
Cet homme était-il un ennemi implacable ou un ange gardien? Je me promis de ne pas quitter la hutte sans l'avoir appris. Au dehors, le soleil empourprait l'horizon sous le flot de ses derniers rayons. Ses reflets teintaient de rouge les flaques marécageuses de la grande fondrière. Dans le lointain pointaient les 2 tours du château de Baskerville, et plus loin, un panache de fumée montant dans l'espace marquait l'emplacement du village de Grimpen. Entre les deux, derrière la colline, s'élevait la maison de Stapleton. Tout était calme, doux, paisible dans ce glorieux crépuscule. Et cependant, tout en l'admirant, mon âme ne partageait pas la paix de la nature. J'éprouvais comme une vague terreur à la pensée de l'entrevue que chaque minute rendait plus prochaine. Les nerfs tendus, mais le cœur très résolu, je m'assis dans le coin le plus obscur de la hutte, et j'attendis, avec une impatience fébrile, l'arrivée de son hôte. Je l'entendis enfin venir. Je perçus le bruit d'un talon de botte sonnant sur les cailloux du chemin. Les pas se rapprochaient de plus en plus. Je me blottis dans mon coin et j'armai mon revolver, déterminé à ne me montrer qu'au moment où l'inconnu aurait pénétré dans la hutte. Une longue pause m'apprit qu'il s'était arrêté. Puis les pas se rapprochèrent encore, et une ombre se dessina dans l'encadrement de la porte. « Quelle belle soirée, mon cher Watson !» me dit une voix bien connue. « Je crois vraiment que nous serions mieux dehors que dedans. »